Donc bonjour, je me présente, Hugo. Je suis responsable de l'agence Now Social à Lyon. On est une agence dite communautaire et je vais essayer de vous présenter pourquoi on pense que les communautés sont importantes pour les organisations et pour les entreprises. Et je vais essayer de vous présenter un petit peu une méthode, une procédure, une démarche que l'on utilise et qui peut être utilisée pour le social media, le contenu, mais pas que. Du coup, déjà, nous, on part d'un contexte que je pense que vous avez tous fait le lien, c'est qu'on met du co de partout. Coworking, collectif, co-living, coopération, collaboration, co-construction, bref, je pense que je vous apprends rien, mais on voit du co de partout. Et moi, je pense que c'est pas juste une mode, et je pense que c'est vraiment une tendance de fond, une lame de fond, qui est qu'on doit réinventer les façons de nous rassembler, réinventer les façons de faire ensemble, réinventer les façons de communiquer, etc. Pour moi, c'est vraiment une réponse à l'accélération du temps, dans le sens où on est d'accord qu'avec les milliers de données qui sont créées, les milliers de contenus et toutes les innovations qui sont créées, on vit une accélération du temps. Je lisais un article la dernière fois, avant on parlait d'une génération en 10 ans, c'est-à-dire entre votre petit frère et votre grande sœur, il y avait 10 ans, aujourd'hui il y a 3 à 5 ans. C'est bien un monde qui s'accélère, c'est un monde qui se complexifie aussi, parce qu'il y a toujours des nouveautés, et du coup il faut qu'on arrive à faire les choses ensemble. D'où cette tendance du co avec les plateformes, les coworking et tout ce qu'on peut connaître. Mais derrière le co et les outils, il y a forcément des humains, il y a forcément des communautés, il y a forcément des groupes. Du coup, forcément, cette accélération du temps aussi, elle a un effet sur nous, elle a un effet sur notre information, elle a un effet sur le tissu social qui est de plus en plus en réseau, elle a un effet sur les communautés auxquelles on peut vivre, partager, les expériences qu'on peut avoir. Et du coup, pour moi, je pense que les entreprises doivent prendre cette posture du collaboratif et de se mettre dans un état d'esprit qui est totalement différent du monde d'avant. Du coup, nous utilisons un modèle, une posture, une démarche qui nous permet d'essayer d'accompagner les entreprises, les organisations, pour qu'elles soient dans cet état d'esprit du collaboratif et qu'elles prennent soin de leur communauté, ou en tout cas déjà qu'elles prennent conscience de leur communauté et qu'elles puissent les engager, les fédérer. Quand je parle de communauté, c'est l'ensemble des parties prenantes d'une entreprise. Les collaborateurs, les clients, les prospects, les partenaires, les fournisseurs, pour une école, les étudiants, les anciens étudiants, etc. Et comment on essaye de prendre soin de ces communautés-là et qu'on essaye de les activer pour faire des projets ensemble, avancer et croître. Du coup, notre démarche s'appelle la démarche communautaire, dans le sens où c'est comment on va essayer de prendre soin de ces communautés-là via 4 piliers. 4 piliers qui ne sont pas en hiérarchie, mais qui fonctionnent forcément avant. Donc j'ai pas trop le choix dans la présentation, on va faire 1, 2, 3, 4, mais en fait les 4 fonctionnent ensemble et se nourrissent. La première étape sera la conversation, la deuxième ce sera la relation durable, la troisième ce sera une communication précise et chirurgicale, et la troisième ce sera penser l'expérience globale. Je vais essayer de vous montrer aussi des cas qui sont des entreprises diverses et variées pour essayer de mettre du concret un peu dans ces étapes. Déjà la conversation, en fait, si on veut prendre soin de ces communautés et élaborer une initiative autour d'elles, faut peut-être entamer la conversation. Et la conversation, c'est pas de la publicité promotionnelle, c'est pas mettre en avant forcément ses produits, ses services, mais c'est bien essayer de parler au sujet qui intéresse vos communautés. On parlait de carte d'empathie juste avant, la carte d'empathie, ça vous permet de savoir votre client, votre fournisseur, vos collaborateurs, qu'est-ce qu'il a en tête. Et en termes d'entreprise et d'organisation, il faut essayer de parler et répondre à ces questions-là. Donc comment on fait une bonne conversation? C'est pas très compliqué, il faut déjà s'écouter. Je pense que si on se tape des monologues, on n'est pas dans une conversation, on est dans un monologue, c'est bien le terme. Il faut avoir de la confiance, c'est-à-dire qu'il faut des éléments de confiance pour qu'on écoute quelqu'un. Si on ne lui fait pas confiance, on n'écoutera pas ce qu'il va dire. Et là, j'espère qu'aujourd'hui, vous allez me faire confiance et que vous allez écouter un petit peu ce que je vais vous raconter. En tout cas, le but de cette présentation, c'est de créer une conversation et d'essayer de tomber d'accord et d'amener des sujets. Forcément, il y a un centre d'intérêt. Je pense qu'on a tous un centre d'intérêt sur le web. Et c'est ce qui permet aujourd'hui que je puisse converser avec vous et que je puisse présenter un petit peu nos idées et que derrière, ce ne soit pas un monologue et qu'on puisse échanger et qu'on puisse ne pas être d'accord, débattre, préciser, etc. Donc, pour faire une conversation avec votre communauté, faut forcément l'écouter. On parlait de carte d'empathie, pour moi c'est un outil d'écoute. Et puis après, vous connaissez tous les outils d'écoute, benchmark, tout ce qui peut être dans l'écoute pour savoir vraiment ce que votre communauté a en tête, ses problématiques, ses aspirations, ce qu'elle aime, ce qu'elle a peur, ses freins, etc.
Il y a un cas que j'aime bien, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est IKEA Hackers. IKEA Hackers, c'est un cas où, en gros, c'est toute une communauté autour de la customisation des meubles IKEA. En fait, IKEA a fait une écoute, tout simplement. Elle s'est rendue compte qu'il y avait toute une communauté de gens qui customisaient les meubles. Qu'est-ce qu'aurait pu faire IKEA? Les laisser faire dans leur coin, sauf qu'en fait, elle leur a donné une plateforme d'expression qui est sous forme de blog, qui est sous forme de contenu, et qui leur permet de s'exprimer sur un centre d'intérêt qui est la personnalisation des meubles et l'envie d'avoir quelque chose de personnel dans son chez-soi. Pourquoi c'est de l'écoute? Parce qu'il fallait bien le voir sur le web. Si IKEA n'écoutait pas, on ne l'aurait pas vu passer. Il faut de la confiance, c'est-à-dire qu'ils ont confiance dans la communauté pour faire des choses plutôt bien avec les meubles. Et puis il faut un centre d'intérêt. Là, il est tout trouvé. Le centre d'intérêt, c'est la customisation, c'est la personnalisation, etc. Donc là, pour moi, c'est un bon exemple de conversation de la part d'IKEA, qui n'est pas forcément très très connu, mais qui roule. C'est-à-dire que je vous invite à aller voir, il roule. Il y a toujours des contenus. C'est pas du one-shot, c'est pas une campagne de pub, c'est quelque chose sous-jacent qui véhicule un peu la relation entre la communauté des customisateurs de meubles IKEA et IKEA. Je l'ai un petit peu apporté. La deuxième étape, c'est qu'il faut établir une relation durable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer à converser avec votre communauté, vos différentes parties prenantes, et puis on arrête tout. Parce qu'en fait, on a trouvé que c'était sympa, on a fait une bonne campagne de pub, et puis après, on arrête. Forcément, il faut une relation durable. Une relation durable, c'est comme ce que fait IKEA, c'est que ce blog, il vit. Il vit, il continue de vivre, on l'arrête pas, on le stoppe pas du jour au lendemain pour se dire c'est bon, c'était bien marrant, on a bien surfé dessus et puis on arrête. Ça va aussi dans le sens du fait qu'on arrête le one shot et que les entreprises doivent devenir des médias. C'est-à-dire qu'un média, il peut pas couper le fil du jour au lendemain et il peut pas arrêter cette confiance qu'il a avec ses audiences. En fait, quand vous avez commencé à converser avec vos communautés, que ce soit collaborateurs, acheteurs, prospects, clients, en fait, il va falloir que vous continuiez et il va falloir que vous intéressiez encore et toujours à ces problématiques, à ce qu'elle vit tous les jours dans son quotidien, etc. Pour créer une relation durable, je sais pas, on a tous eu des relations, il faut quand même qu'on cale des rendez-vous. C'est-à-dire qu'avec votre petit ami ou votre petit copain, votre mari ou votre femme, il faut bien caler des rendez-vous pour avoir une relation. Sinon, on ne se voit pas, sinon on parle via des messageries. Donc pour entretenir la relation, il faut aussi créer des rendez-vous. Et c'est quoi des rendez-vous sur du web? C'est des rendez-vous digitaux, ça peut être une newsletter, ça peut être de fixer chaque mois une sélection de quelque chose. Ça peut être effectivement aussi des choses comme BriefMe. Je ne sais pas si vous connaissez BriefMe, mais pour moi, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous tous les matins. On a confiance de la sélection de ce qui va être reçu dans ma boîte mail. C'est aussi donner des rendez-vous sur Twitter. Je ne sais pas si vous connaissez Metamedia, c'est le labo d'innovation de France Télévisions. Leur curation de contenu, elle est tous les jours à 21h21. Et ça, c'est des rendez-vous. On donne un rendez-vous à sa communauté, on donne un rendez-vous qui est digital, mais ça permet de maintenir la relation, dans le sens où, petit à petit, ça rentre dans les habitudes et dans le quotidien, et on sait qu'on va pouvoir retrouver le bon contenu, la bonne information, la bonne vidéo du mois, la bonne inspiration, la bonne interview. Forcément, une relation durable, ça c'est des choses plus simples que vous devez se connaître sur les réseaux sociaux. C'est prendre soin de ses fans, de ses followers, c'est aussi leur donner la parole, c'est aussi les écouter et c'est leur laisser un moyen d'expression. Pareil sur les rendez-vous, ça peut être un rendez-vous aussi physique, tout ce qui est pour une communauté, rien de mieux que d'avoir un petit déjeuner régulier. Par exemple, le Blend, ça reste pour moi un rendez-vous qui permet d'engager, de fédérer la communauté web de Lyon et puis de France en fait. Et il faut des rendez-vous, il faut à un moment donné quelque chose, un temps fort, un moment où on se fixe, que ce soit sur le web ou en physique, avec ses collaborateurs, avec ses clients, avec ses fidèles, avec ses prospects, etc. Donc une fois qu'on a la conversation, il faut entretenir la relation avec des rendez-vous, avec des temps forts, avec des moments comme ça où l'audience peut se retrouver. À quoi ça sert aussi, les rendez-vous? Dans l'abondance des contenus qui sont publiés, le fait de fixer des rendez-vous dans le temps, ça permet de le contrer. Vous voyez, au lieu de suivre mon flux Twitter tous les jours, je sais qu'à 21h21, Metamedia, il me donne les meilleurs contenus que je peux trouver sur la transformation digitale des médias. Donc en fait, ça contre aussi l'abondance des contenus, l'infobésité, etc., que de créer des rendez-vous qualitatifs où vous ne les ratez pas et ils sont fixés aussi en avance, etc. Forcément, pour pouvoir engager, fédérer les communautés, il faut avoir une communication la plus précise possible. Et une communication précise, ça passe par plusieurs choses. On parlait de carte d'empathie tout à l'heure. Pour moi, si vous voulez
choisir de parler à une communauté, eh ben, il faut vraiment vous décider de parler à cette communauté. Dans le sens où si vous allez créer des messages un petit peu dilués et que vous les parlez à tout le monde, ben, en fait, vous parlez à personne. Je pense que c'est un basique de la communication, mais vos clients, vos collaborateurs, vos fournisseurs ou vos clients B2B ou B2C, etc., ben, ils n'ont pas du tout les mêmes problématiques. Donc ils n'ont pas du tout les mêmes sujets de conversation, ils n'ont pas du tout le même quotidien, ils n'ont pas du tout les mêmes envies, les mêmes besoins. Donc si vous essayez de créer des contenus ou des dispositifs qui sont un peu dilués pour parler à tout le monde, ben en fait, vous parlez à personne. Donc une communication précise, c'est une communication qui demande de faire des choix éditoriaux, des partis pris graphiques, des partis pris dans les codes, dans le vocabulaire, dans le jargon, enfin tout ce qui, à un moment donné, est un choix dans ce qu'on va publier. Le web design, les articles qu'on va écrire, les visuels qu'on va créer, les infographies qu'on va générer. Pareil, pourquoi il faut faire des choix? Parce que je ne vais pas vous mentir qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ben, y a une concurrence qui est rude. Et si vous faites des choses un peu molles et un peu comme tout le monde, ben, en fait, dans les flux, on ne vous verra pas. Donc je pense qu'une communication chirurgicale, elle est d'autant plus importante que pour toucher une communauté précise, mais également aujourd'hui, via les plateformes et l'évolution des plateformes, il faut de plus en plus faire des choix tranchés. Donc il ne faut pas avoir peur d'aller un peu plus loin que sa charte graphique de base, d'aller un peu plus loin que les messages corporate que l'on a sur son site, et essayer d'aller créer une vraie conversation. Ça ne veut pas dire faire du débat ou à chaque fois ou créer le buzz, hein, ça j'y crois pas trop, mais ça veut dire d'essayer de pousser un peu le curseur, que ce soit dans les couleurs, dans le style, dans les designs, dans les idées, dans les personnes qu'on met en avant et dans les sujets. Bien évidemment, pour une communication précise, et ça a toujours existé, c'est s'appuyer sur des connecteurs ou des leaders d'opinion. Il n'y a rien de mieux que de s'appuyer sur des personnes qui parlent déjà à votre communauté pour essayer de la toucher. Parce qu'eux, ils ont le jargon, eux, ils ont les codes, et eux, ils ont déjà créé la confiance avec cette communauté-là. Vos clients, vos prospects, etc. J'aime bien prendre l'exemple là-dessus, sur cette communication précise de Facebook au début. Au départ, ça se lance dans son école, mais après, il ne l'a pas ouvert à tout le monde. En fait, il s'est développé en essaim, c'est-à-dire que la communication, elle était précise parce qu'elle partait sur les étudiants, ceux qui avaient le plus de bouche à oreille, et petit à petit, d'école en école, de région en région et d'État en État, on est sorti des États-Unis et c'est arrivé jusqu'en Angleterre. Pourquoi je trouve que c'est une communication précise? Parce que, au lieu de se dire « j'ouvre à tout le monde », je me dis « non, j'ouvre que à ceux qui ont le plus de bouche à oreille, qui vont le faire parler, qui vont créer la conversation autour de cette plateforme-là ». Et au lieu de l'ouvrir d'un coup dans toutes les écoles, on le laisse être en essaim comme ça et faire un effet boule de neige. Donc je trouve que c'est une communication précise parce qu'à un moment donné, il y a un choix. Il y a un choix qui a été fait, les étudiants, et on se concentre au départ pour les étudiants, et qui donne aussi aujourd'hui la croissance que l'on a. Donc une communication chirurgicale et essayer d'engager les communautés, à un moment donné, c'est faire des choix et mettre de côté peut-être certaines communautés parce que c'est pas elles qui vont faire le bouche à oreille, c'est pas elles qui va tirer la croissance, c'est pas elles qui va faire parler de votre entreprise. Le dernier point, c'est que il faut que cette démarche auprès de vos communautés, elle parle elle soit sur l'expérience globale. Je m'explique. Si on commence à créer de la conversation et que c'est pas aligné entre ce que vous pouvez faire sur le commercial, les RH, le marketing, que les messages de l'un et de l'autre n'ont rien à voir, en fait, ça ne sert à rien d'avoir une conversation parce qu'elle sera faussée. Donc là, on retombe dans de la communication et dans du discours. De même, si on veut créer une bonne conversation, faut casser les silos, dans le sens où toutes les parties pris de l'entreprise connaissent une partie de la communauté. Les commerciaux, ils connaissent les attentes de vos clients. Le marketing, il connaît le marché, mais les RH, ils peuvent aussi connaître certaines choses. Donc l'expérience globale, c'est qu'il faut aussi se poser et prendre le temps de faire de l'intelligence collective, de se mettre autour de la table et essayer de vraiment se dire qu'est-ce qu'a dans la tête notre communauté, quels sont ses points de friction, quels sont ses intérêts, quelles sont ses problématiques, et essayons de générer un peu ça. Des outils que j'aime bien aussi pour essayer de clarifier et de créer de la cohérence dans tous les aspects de l'entreprise. C'est très américain, mais je trouve que c'est intéressant. C'est essayer de travailler tout ce qui est des manifestos autour des valeurs, des cartes de valeurs, etc. Facebook le fait très bien dans le petit livre rouge, c'est-à-dire essayer de poser qu'est-ce qui fait entreprise, qu'est-ce que l'organisation promet. Et en fait, avec des valeurs comme ça, avec des raisons d'être, on peut plus facilement derrière parler d'une même voix à ces communautés et à ces audiences.
Donc là, je donnais l'exemple de Facebook, mais il y a plein d'exemples de manifestos, de valeurs qui marchent très très bien. Du coup, pour terminer, qui pour moi résume un peu cette idée de comment on va engager, animer, fédérer les communautés et pourquoi c'est important dans le monde où on vit. Les entreprises qui ne comprennent pas que leurs marchés sont désormais un réseau individus plus intelligents, par conséquent, et très impliqués dans un dialogue, passent à côté de leurs meilleures chances. Ce qui est marrant, c'est que c'est un bouquin qui date de 1999, qui sont sur 95 thèses du web. Je pense que c'est des choses qu'on vous l'a déjà dites, mais en 2017, je trouve que c'est toujours autant valable. Réseau d'individu à individu, moi je le traduis en communauté, on peut le traduire en audience. Les mots n'ont pas forcément une très grande importance, en tout cas c'est l'état d'esprit derrière. Le dialogue, c'est la conversation, c'est-à-dire que si on ne comprend pas aujourd'hui que ces espaces-là, ce n'est pas des espaces pour simplement publier des produits, des services, mais c'est bien pour créer un échange et une relation avec ces audiences, on n'a pas compris qu'on ne saisit pas la chance que c'est d'utiliser les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux et tout ce que le web social peut nous permettre et les outils collaboratifs, etc. Merci.